Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le parti du diamantaire Sam Matekane remporte les élections législatives au Lesotho sans pour autant obtenir la majorité. Annonce faite ce lundi par la commission électorale, le RFP a remporté 56 sièges sur les 120 qui constituent le Parlement. Illégal et non recevable, les termes employés dimanche 9 octobre au Caire par les ministres des Affaires étrangères égyptiens et grecs pour qualifier le mémorandum de prospection d'hydrocarbures en eau libyenne signé entre la Libye et la Turquie. L'Égypte et la Grèce estiment que cet accord menace la stabilité et la sécurité en Méditerranée. Et puis, l'Afrique à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Ces 2 dernières années ont mis en lumière les multiples carences des systèmes de santé des pays africains. Pour y remédier, la Banque africaine de développement appelle notamment à développer l'industrie des vaccins sur le continent. Les résultats définitifs des élections législatives annoncées ce lundi par la commission électorale du Lesotho ont donné pour vainqueur le parti Révolution pour la prospérité de Sam Matekane. Le RFP obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement, mais pas la majorité absolue, soit 56 sièges sur 120 au total. Le RFP doit maintenant courtiser d'autres partis pour obtenir 61 sièges, la majorité au Parlement. Si le RFP est formé il y a seulement 6 mois par le magnat du diamant Sam Matekane parvenait à obtenir le contrôle d'une majorité au Parlement par le biais de coalitions. Cela ouvrirait la voie à un changement de gouvernement dans le royaume. Le Lesotho a été marqué par des années d'instabilité politique sous le parti au pouvoir actuel, le All Basotho Convention. À noter que l'Assemblée nationale du Lesotho, qui comprend au total 120 sièges, dont 80 sont remportés au scrutin majoritaire à un tour. Les 40 sièges restants sont attribués selon le système de représentation proportionnelle en vertu duquel les partis politiques concurrents obtiennent les sièges en fonction de leurs votes nationaux totaux. Au Tchad, suite à la dissolution du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby annonce un gouvernement d'union nationale dans les prochains jours. Annonce faite ce lundi lors de son investiture comme président de transition. C'est l'une des décisions actées à l'issue du dialogue national inclusif qui s'est clôturé le 8 octobre. À l'issue de ce dialogue, il a également été décidé de prolonger de 2 ans la période de transition avant l'organisation d'élections libres et démocratiques, scrutin auquel Mahamat Idriss Déby aura la possibilité de se présenter. Notons que ces pourparlers ont été boycottés par une grande partie de l'opposition politique, civile et armée. Fin de la coopération militaire entre la France et la Centrafrique suite à la suspension de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine. Le dernier contingent de 130 soldats français va quitter le pays d'ici la fin de l'année. La coopération militaire entre les 2 pays était suspendue depuis 2021. Les autorités françaises dénonçaient alors la mainmise de Wagner, la société russe de sécurité privée, dans les opérations militaires de la Centrafrique. Le point avec Nathalie Mo et Philomène Tina. La mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine suspendue, le dernier contingent de 130 soldats français va quitter le pays d'ici fin 2022. Le retrait en perspective signe la fin de 62 ans de présence militaire française en RCA. L'ambassade de France en Centrafrique a également annoncé la fermeture de la mission logistique de Bangui, Miss Logbe, qui effectuait son 4e mandat dans le pays. Il y a des tensions qui se sont multipliées ces dernières années et qui n'ont pas contribué au renforcement des liens entre la France et la Centrafrique, notamment entre autres les scandales de viols sur mineurs dont les soldats français ont fait l'objet il y a environ 7 ans. Tous ces éléments ont contribué à ternir la qualité des relations entre la France et la RCA, tout en exacerbant un sentiment anti-français qui s'est développé dans ce pays ces dernières années aussi. La Miss Logbe, déployée en RCA depuis juin 2021, a soutenu près de 30 projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture,
et de l'emploi pour un coût total de 71 500 000 francs CFA selon les données officielles. Les autorités militaires françaises en RCA sont à pied d'œuvre pour le transfert de compétences vers l'armée centrafricaine selon des informations officielles. En l'état actuel, il est difficile de dire avec précision ce qu'il relève du contenu du dit transfert de compétences. On peut cependant souligner qu'il y a là en filigrane une volonté de la partie française de laisser sa trace en Centrafrique, pour ne pas dire garder le contact. L'armée française est intervenue à plusieurs reprises en RCA dans les années 1979-1981 avec les opérations Cabane et Barracuda, de 1996 à 1997 avec les opérations Almadin 1, 2 et 3, en 2003 avec Boali et en 2016 avec Sangaris. En 2021, la France a suspendu sa collaboration militaire avec la RCA, accusant les autorités centrafricaines de soutenir le sentiment anti-français dans le pays. Le président somalien Hassan Sheikh Mahamoud a promis une guerre totale au Shebab et multiplie les opérations dans ce sens. Dimanche 9 octobre, l'agence de presse somalienne a révélé que 200 militants d'Al-Shabaab avaient été tués lors d'une opération de l'armée dans la région d'Iran, dans le centre du pays. Cette opération intervient au moment où les régions du sud et du centre de la Somalie sont le théâtre d'opérations sécuritaires menées par les forces gouvernementales en coopération avec des milices claniques armées contre les combattants d'Al-Shabaab. La Somalie mène depuis des années une guerre contre le mouvement armé Al-Shabaab fondé en 2004 et affilié idéologiquement à Al-Qaïda. Ce mouvement a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts dans le pays. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et grecs se sont entretenus dimanche 9 octobre au Caire. Entretien qui est intervenu suite au récent accord de prospection pétrolière et gazière signé entre la Turquie et le gouvernement d'union nationale libyen. Un accord dénoncé par l'Égypte et la Grèce qui considère le partenariat libyo-turc comme une menace pour la stabilité régionale. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri et son homologue grec Nikos Dendias. J'insiste sur le fait que l'ONU et son secrétaire général doivent prendre des mesures claires concernant l'illégitimité du gouvernement libyen sortant. Nous convenons tous les deux que notre objectif stratégique commun est une Libye stable, prospère et pacifique, et une Méditerranée orientale stable. La Grèce soutient les efforts entrepris qui ouvriront la voie à la tenue d'élections en Libye, élections parlementaires et élections présidentielles. 2 ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19 dans les pays africains, le continent dresse aujourd'hui le bilan de sa capacité de riposte aux épidémies et à la prise en charge des maladies. La dépendance constatée à l'égard des firmes pharmaceutiques étrangères et la faiblesse de l'offre en infrastructures sanitaires a conduit plusieurs institutions, à l'instar de la BAD, à adopter des plans pour assurer la sécurité sanitaire du continent. Eugène Chema et Marcel Kwasi. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, à la fin du premier semestre 2022, environ 21,1% de la population africaine avait reçu une dose de vaccin de Covid-19. À cette période, plus de 892 millions de vaccins avaient été livrés à l'Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX, une initiative de l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI et l'OMS. Ces vaccins ont été essentiellement fournis par des firmes internationales, l'Afrique ne disposant pas de centres de fabrication de ce type de vaccins. Des projets d'unités de production de vaccins anti-Covid sont développés en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Tunisie. Pour la Banque africaine de développement, il faut aller au-delà et produire des vaccins diversifiés. However, when we think about, implementing vaccine, lorsque nous pensons à mettre en œuvre la fabrication de vaccins en Afrique, il ne s'agit pas seulement de vaccins Covid, mais aussi de vaccins contre le paludisme et d'autres vaccins de routine. Seul 1% des vaccins que nous consommons régulièrement en Afrique est produit en Afrique.
L'Afrique, continent de 1,3 milliard d'habitants, ne doit plus sous-traiter sa santé à autrui, a régulièrement martelé le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'institution financière multilatérale a approuvé le soutien à la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique, institution qui a pour vocation de favoriser le développement de technologies qui sous-tendent la fabrication de médicaments, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques. Au niveau de la BAD, nous pensons à la préparation de l'Afrique à la prochaine pandémie ou épidémie de 3 manières. La fabrication de produits pharmaceutiques sur le continent, la fabrication de vaccins et la capacité de faire de la recherche, en particulier pour les maladies récurrentes. Et troisièmement, il s'agit de l'infrastructure des soins de santé. La capacité de faire des diagnostics peut créer une meilleure sensibilisation et un meilleur système d'alerte afin que nous puissions mieux réagir. En tant qu'institution qui a pour mission de contribuer au développement économique de ses États membres, dans le cadre de sa vision 2030, la Banque africaine de développement s'est engagée à consacrer 3 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour la fabrication de vaccins et de produits pharmaceutiques sur le continent. Au Bénin, le gouvernement, les entreprises et les organisations patronales œuvrent pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Annoncé par les autorités en avril dernier, le passage du SMIC de 40 000 à 52 000 francs CFA devrait être effectif d'ici l'année prochaine. Eugène Chema et Samantha Sabiro. Les salariés qui percevaient 40 000 francs CFA à la fin du mois verront leur salaire revalorisé de 30% en début d'année 2023. Cette revalorisation des conditions des travailleurs, annoncée en avril par le gouvernement, fait son chemin, toutes les parties travaillant à sa mise en œuvre effective à l'échéance fixée, comme le confirme le président du Conseil national du patronat, Eustache Cotingan, à Africa 24. Nous avons discuté avec les travailleurs au travers du gouvernement et nous avons admis pour toutes les grandes entreprises, il n'y avait pas de difficulté parce que les grandes entreprises payent déjà à plus de 100 000 francs le SMIC dans certaines entreprises. Mais pour les petites entreprises, nous avons dû vraiment faire violence sur nous-mêmes pour que nous puissions accepter et définitivement d'avoir à augmenter le SMIC de 30%, ce qui nous amène à 52 000 francs, puisque le SMIC était à 40 000 francs. Et je peux vous dire que ça va être un effort supplémentaire, surtout pour les petites entreprises, pour subir justement cette augmentation. L'organisation patronale fondée en 1984 et représentant les dirigeants des entreprises béninoises, le CNP Bénin reconnaît l'amélioration par les pouvoirs publics du climat des affaires dans le pays d'Afrique de l'Ouest et une transparence dans les obligations fiscales des entreprises, une situation propice au respect des obligations des employeurs et à plus d'investissements. Non, le climat des affaires s'est beaucoup amélioré au Bénin. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réformes, ne serait-ce que de digitalisation, au jour d'aujourd'hui, il y a une clairvoyance totale des impôts que nous payons. Pour renforcer également la trésorerie des entreprises, nous avons besoin que dans le temps, ces impôts puissent également diminuer un tout petit peu pour permettre aux entreprises de faire d'autres investissements. Outre le passage du SMIC de 40 000 francs CFA à 50 000 francs CFA, les travailleurs bénéficieront également en début d'année 2023 d'une assurance santé maladie dont la souscription sera obligatoire pour les employeurs. La FinTech au service du développement économique de l'Afrique. Les chiffres enregistrés ces 10 dernières années concernant le taux de bancarisation sur le continent l'attestent. Pour les experts, il est impératif que les États africains exploitent de manière responsable les technologies de la 4e révolution industrielle pour la transformation du tissu économique africain à une ère où le financement du développement recule. Un sujet de la rédaction. En Afrique, le taux de bancarisation s'élève à seulement 10%. En cause, un réseau physique bancaire peu développé et la difficulté des banques à s'implanter dans certaines régions. Ces dernières années, l'essor de la FinTech a permis de relever le taux de bancarisation grâce à ses services innovants, rapides et simples. Nombreuses sont les entités qui entendent exploiter son potentiel. C'est le cas du Kigali Finance Center, basé au Rwanda.
Les fintechs pour nous sont très importants parce que l'un des grands problèmes du continent, c'est l'inclusion financière. Et nous avons tous appris aujourd'hui que grâce à la technologie, il est possible de donner accès aux services financiers aux personnes qui sont aujourd'hui dans des régions reculées ou qui n'ont pas accès aux services de base. Raison pour laquelle, au Rwanda, à travers Kigali International Financial Center, nous voulons mettre à disposition des acteurs de la FinTech une plateforme qui leur permet de se développer. Le Marocain AfricaPay, les Nigériens OP, EnterSwitch ou encore le Sénégalais Wave. Des plateformes qui ces dernières années ont prouvé l'impact de la FinTech dans l'inclusion financière en Afrique. La FinTech permet en effet de faciliter l'accès à un compte bancaire sur le continent. À elles seules, les FinTech du continent ont levé environ 1,3 milliard de dollars d'investissement sur l'année 2021. Dans un rapport, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement faisait état d'une augmentation des investissements dans le secteur qui pourra atteindre 4 milliards de dollars d'ici la fin 2022. Kigali International Financial Center a pour vocation d'être la première place financière de référence pour le continent africain. Ici, nous sommes en train d'attirer non seulement les acteurs africains, mais aussi les acteurs qui sont en dehors du continent et qui veulent opérer en Afrique. Donc nous n'avons pas une vision qui est uniquement rwandaise, mais nous avons une vision qui est panafricaine. La FinTech au service de l'inclusion financière, certes, mais les experts estiment que pour une finance vraiment inclusive, l'Afrique doit adopter une réglementation commune. Le développement d'une telle plateforme est nécessaire pour exploiter le potentiel d'innovation du continent dans le domaine des technologies financières. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.